Avant de commencer l'épisode, j'aimerais m'excuser du fait que, comme vous pouvez le constater, celui-ci ne parle aucunement d'Hubble. Je ne vais pas trop spoiler, mais l'épisode étant très conséquent, nous avons fait le choix de le décaler d'une semaine afin de le sortir dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, l'épisode sortira donc samedi prochain à 19 h, et cet épisode-ci est un épisode plus léger, mais qui vous plaira quand même, je l'espère. Sur ce, je vous propose, pour cet épisode, de se pencher sur le développement de l'atterrisseur lunaire et sur les protestations qui l'accompagnent et le possible impact qu'elle pourrait avoir. Mais pour ça, on se retrouve après le générique. Le 16 avril 2021, la NASA annonçait la sélection du Starship de SpaceX comme atterrisseur lunaire pour l'envoi d'astronautes sur la Lune, dans le cadre du programme Artemis. Cette sélection permettait ainsi à SpaceX de remporter un contrat valant 2,9 milliards de dollars. Ainsi, avec cette somme, la compagnie devra effectuer un premier vol habité vers la Lune, qui servira à démontrer sa capacité à effectuer ce vol, mais qui sera aussi déterminant si l'entreprise désire décrocher un contrat pour les futurs vols d'Artemis. Mais avant d'aller plus loin, il serait intéressant, je crois, de revoir rapidement les concurrents et leurs différents atterrisseurs. En premier, il y avait l'atterrisseur de Dynetics, capable d'emporter un équipage de 2 à 4 personnes pour une durée d'une 12aine de jours. On retrouve, ainsi, dans la liste de leurs partenaires des entreprises comme Thales Alenia Space Italy, United Launch Alliance ou, encore, Maxar ou Sierra Nevada Corporation, entre autres. Lancé en une seule pièce, l'un des principaux défauts de l'atterrisseur, d'après la NASA, était une capacité d'emport probablement trop optimiste et, aussi, une structure assez nouvelle et potentiellement risquée. En second, on retrouvait Blue Origin. La compagnie de Jeff Bezos a, quant à elle, opté pour une architecture plus classique. Là où l'atterrisseur et le module de remontée sont un seul et même véhicule chez Dynetics, Blue Origin a, quant à elle, repris une architecture assez semblable à celle utilisée pour le train lunaire des missions Apollo. On y retrouve, ainsi, un module de transfert qui propulse l'atterrisseur vers la Lune, un module de descente et un module de remontée. Pour réaliser cet atterrisseur, la compagnie s'est, il faut l'avouer, entourée des meilleurs. Blue Origin a en effet fait le choix de s'allier à des compagnies telles que Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper, qui ont, toutes trois, joué un rôle majeur dans le programme Apollo et qui ont, de plus, de longues décennies de savoir-faire. Mais ces deux équipes n'allaient hélas pas survivre au rouleau compresseur qu'a été le Starship. Avec un atterrisseur dont les capacités sont à la fois plusieurs fois au-dessus du minimum requis par la NASA et avec le prix le moins cher, c'est assez logique que le Starship de SpaceX ait été sélectionné. Hélas, cette sélection a, il faut le reconnaître, fait déraper les choses. Bien que la NASA ait clairement expliqué son choix et qu'il ait été fait en partie pour des raisons financières, Blue Origin allait très vite tenter de protester. Au départ,
Il était en effet prévu que la NASA choisisse 2 atterrisseurs, mais des restrictions dans son budget, qui s'est avéré inférieur à celui demandé, ont obligé l'agence à se concentrer sur un seul candidat. Après l'annonce de la sélection, Blue Origin et Dynetics avaient, chacun de leur côté, choisi de protester et de se tourner vers le bureau de comptabilité du gouvernement pour tenter de faire revoir et approuver ou désapprouver ici la décision de la NASA. Le développement de l'atterrisseur sera entre-temps mis en pause et il faudra attendre le 30 juillet pour que la décision de la NASA soit confirmée. On pourrait être tenté de se dire que les choses allaient s'arrêter là, mais le problème ne faisait apparemment que commencer. Blue Origin a en effet saisi la Cour des réclamations fédérales dans le but d'encore une fois contester la décision de la NASA. Ceux-ci semblent, en effet, penser que celle-ci n'a pas fait le choix le plus éclairé. Sans trop rentrer dans les détails, Blue Origin s'est lancé, ces derniers mois, dans une communication relativement agressive envers SpaceX, allant jusqu'à publier des illustrations surévaluant leur atterrisseur et sous-évaluant le Starship. Ainsi, là où Blue Origin estime le nombre de lancements requis pour ravitailler un Starship lunaire et l'envoyer vers la Lune à 10, Elon Musk semble plutôt parler de la moitié. Sur cette image, par exemple, le Starship est aussi un peu plus petit afin de faire paraître l'atterrisseur de Blue Origin un peu plus grand. Mais passons. Ça, plus une récente contestation de la part de Kuiper, la constellation d'Amazon, vis-à-vis de Starlink, la constellation d'Internet par satellite de SpaceX, il n'en fallait pas plus pour voir Elon Musk tweeter que le nouveau travail à plein temps de Jeff Bezos consiste à porter plainte contre SpaceX. Mais tous les arguments de Blue Origin ne sont pas pour autant à jeter non plus. Ils ont, par exemple, raison de mettre en avant la grande complexité du ravitaillement en orbite des Starships, là où le transfert de carburant sera un élément crucial à l'envoi d'un Starship vers la Lune. Cette technologie n'a encore jamais vraiment été utilisée et elle est, malgré tout, un point qui peut encore poser problème à l'avenir. D'un autre côté, on note le départ récent d'ingénieurs et d'employés importants, on parle de 17 mais cela reste une rumeur, et Blue Origin semble actuellement traverser une étape assez compliquée de son histoire. D'un côté, il y a le succès des vols habités de sa New Shepard qui s'annonce important, et de l'autre, son départ vers l'orbite qui semble assez compliqué. Avec en plus le développement du projet Jarvis, dont on a vu un réservoir d'essai apparaître récemment, qui vise à développer un second étage réutilisable pour son futur lanceur New Glenn, et son implication dans le lanceur Vulcan de United Launch Alliance, Blue Origin est pourtant très loin d'être un acteur mineur du spatial. Blue Origin semble pourtant, actuellement, être dans une phase très agressive vis-à-vis de SpaceX, qui risque d'être l'un de leurs plus gros concurrents, tant vers la Lune que l'orbite basse. Dernière anecdote en date, Blue Origin a fourni à la NASA un fichier PDF d'explications trop lourd pour leur système, notamment en utilisant beaucoup d'images et de graphiques gourmands en ressources. À cause de ce fichier de 7 Go, la NASA a, dans un premier temps, prolongé la suspension du contrat HLS d'une semaine, le temps de réunir les équipes nécessaires
avant que le département de la justice ne tranche. Et c'est, finalement, la solution DVD qui sera appliquée. Et Blue Origin devra respecter ceci avant le 3 septembre. Un accord a en effet été conclu, je n'en avais pas encore parlé, pour régler cette affaire d'ici le 1er novembre, afin de ne pas trop ralentir Artemis. Malgré tout, il est à craindre que ce combat de milliardaires jouant à celui qui a la plus grosse boîte ne finisse par forcer la NASA, qui a déjà du mal à respecter son calendrier actuel, notamment avec la combinaison utilisée à la surface de la Lune qui ne sera probablement prête que fin 2024, à repousser de quelques mois le retour sur la Lune. Au final, même si cela peut retarder légèrement Artemis, de pareils litiges ne risquent pas, non plus, de grandement changer les dates. Avant de terminer cet épisode, et pour compléter le tableau, j'aimerais ressortir cette interview de Jeff Bezos, qui date de 2019, afin de vous faire profiter d'une citation qui est, je trouve, assez ironique vu le contexte. Back in 1961 and 1962, they were moving fast. They were, from the time of that Rice speech, I don't know the exact, but I'm thinking probably they were letting contracts, actually finished contracts within a year of that Rice speech. Grumman, there were 9 competitors for the lunar lander, and Grumman won. The RFP was released, and then it was awarded to Grumman 6 months later. Today, there would be, 3 protests, and the losers would sue the federal government because they didn't win. Okay, this is the place. Sur ce, avant de terminer, j'aimerais rajouter une phrase. Il ne faut pas, et c'est très important, se représenter Blue Origin comme ayant systématiquement tort. De son côté, SpaceX semble, aussi, avoir un mépris total pour la loi, comme on l'a vu avec le vol non autorisé du SN8 ou la construction de la tour de lancement du pas de tir orbital avant d'en avoir l'autorisation. Tous les arguments de Blue Origin ne sont pas non plus à jeter à la poubelle, comme le ravitaillement en orbite, mais on peut, en revanche, trouver leur attitude relativement déplorable. D'autant que, comme je le disais, rien n'empêche Dynetics et Blue Origin de développer leur atterrisseur à leurs frais et de le proposer ensuite à la NASA. De toute façon, cela n'impactera pas non plus l'atterrisseur lunaire commercial et robotisé de Blue Origin. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour parler Hubble. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.